On a dit de lui que c'était le plus grand salaud d'Amérique. John Edgar Hoover, le patron du FBI pendant presque un demi-siècle. Un cas unique dans l'histoire de l'administration états-unienne où, à la suite de l'élection d'un nouveau président, il est d'usage de remplacer la plupart des hauts fonctionnaires, ce qu'on appelle là-bas le spoil system, c'est-à-dire littéralement le système des dépouilles. Mais Hoover, lui, a vu passer 8 présidents sans jamais quitter sa prestigieuse fonction. Et il est mort à 77 ans, alors qu'il était encore à son poste. Comment expliquer cette exceptionnelle longévité, alors même que certains de ses présidents brûlaient de l'envie de se débarrasser de lui? Mais aucun n'a osé passer à l'acte. De quoi avait-il donc peur? Le tout-puissant Hoover a-t-il réellement exercé un chantage sur ses dirigeants, comme on l'a longtemps insinué? Et au-delà, a-t-il abusé de son pouvoir pour exercer une surveillance sur ses concitoyens, contraire à toutes les traditions démocratiques américaines? À quoi servaient les dizaines de millions de fiches individuelles accumulées pendant toutes ces années? Monsieur X a de toute évidence fréquenté pas mal d'agents de cette police fédérale, qui est aussi un service de contre-espionnage. Il répond à toutes ces questions et essaie de démonter le système Hoover. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Edgar Hoover, c'est peut-être encore une légende qu'il a d'ailleurs personnellement contribué à construire. Car il avait une très haute idée de lui-même, ne manquait jamais une occasion de se mettre en valeur, quitte à s'attribuer des succès qui n'étaient pas les siens, ou à prendre pas mal de liberté avec la vérité dès lors qu'il s'agissait de servir sa propre gloire. J'ai tout de suite l'impression que ce n'était pas un personnage que vous appréciez. C'est exact. Mais mes sentiments personnels ne doivent pas interférer dans le récit que je vous propose. Bien sûr. Alors par où commencer? Je pense que vous avez en mémoire le visage d'Edgar Hoover. Des bajoux, des traits massifs, l'œil lourd, un air renfrogné. Ça, c'est une tête de boulet. Enfin, c'était pitbull. Ouais, c'était à la fin de sa vie, ça, quand même, il faut bien dire. Il y avait de ça, en effet, quand même. Ajoutons que ce personnage peu gracieux était tiré à 4 épingles. Même en vacances, il était toujours impeccablement vêtu. Hoover haïssait le désordre. Et c'était un homme d'habitude. Avec son ami et subordonné, Clyde Tolson, il déjeunait par exemple toujours dans le même restaurant de Washington. Et invariablement, après avoir quitté son bureau assez tôt dans l'après-midi, il se rendait aux courses. Mais on reparlera de ce point précis. Pourquoi? Parce que le milieu des courses n'est pas un milieu totalement neutre. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors, poursuivons. Une observation qui a sans doute son importance, malgré son aspect massif et son tour de taille qui n'a cessé d'augmenter. Edgar Hoover est un petit homme qui, pour paraître plus grand, porte des semelles compensées. Complexé, donc. Oui, ça je le pense. Mais ce n'était pas la seule faille du personnage. Toutefois, nous en reparlerons. Hoover est né en 1895, dans une famille protestante de Washington, très croyante et même puritaine. Quelle origine sociale? Son père était un modeste fonctionnaire. C'est surtout sa mère, d'origine suisse, qui aura une grande influence sur le jeune Edgar. Vénérée par son fils, elle vivra avec lui jusqu'à sa mort, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Hoover, qu'il faut le noter, demeurera célibataire. Oui, mais dès son adolescence, Edgar ne se montre guère attiré par le sexe opposé. Ouais, on a dit qu'il était homosexuel. Ça n'était pas seulement une rumeur. Je vous ai parlé de ce Clyde Tolson qui ne le quittait guère. Il est certain que c'était son amant. Ce qui n'a jamais empêché Hoover de condamner l'homosexualité avec la plus grande vigueur et même d'utiliser cette particularité sexuelle pour tenir quelques personnages. Les faire chanter, vous voulez dire? D'une certaine manière, oui. Hoover ne reculait devant rien dès qu'il s'agissait d'assurer son pouvoir. Mais j'imagine, surtout à l'époque, qu'il a dû tout faire lui-même pour dissimuler son homosexualité. Bien évidemment. Mais c'était un secret de polichinelle dans le petit monde de Washington. J'ajoute, sans déflorer la suite de ce récit, qu'il sera aussi la victime de ces manœuvres peu glorieuses qu'il a utilisées contre les homosexuels. Mais n'allons pas trop vite et revenons à son enfance. C'est un garçon malingre et introverti qui compense ses faiblesses par une ambition forcenée et une grande énergie.
Pour payer ses études, il multiplie par exemple les petits boulots tout en raflant les premiers prix. Quel genre d'études? Le droit. Il veut être avocat. Il faut aussi dire que le jeune homme manifeste très tôt des opinions politiques très tranchées. En 1910, il n'a alors que 15 ans. Il réclame déjà l'annexion de Cuba. Et c'est aussi un partisan acharné de la peine de mort et un adversaire résolu du vote féminin. Ouais. Donc, on peut dire dès maintenant que Hoover ne sera jamais un progressiste. Non. Et dès cette époque, c'est un conservateur convaincu. Et même, disons-le, un farouche réactionnaire. En tout cas, ce jeune homme méritant, acharné au travail, obtient d'entrer au ministère de la Justice. Une administration qu'il ne quittera qu'au jour de sa mort. Parce qu'il faut rappeler que la police fédérale aux États-Unis est placée sous la coupe du ministre de la Justice. Oui, qu'on appelle là-bas l'attorney général. D'abord employé comme juriste, le zélé Edgar Hoover est assez vite remarqué par ses supérieurs. Et on lui propose de s'occuper des étrangers au bureau des investigations. Un département du ministère qui est l'embryon de ce qui deviendra le FBI. Hoover est donc déjà dans la place. Et il va rapidement grimper les échelons. Il semble même tellement indispensable que ses chefs, pendant la Première Guerre mondiale, obtiennent qu'il reste à son poste plutôt que d'aller combattre en Europe. Et l'ascension continue? Oui. Après la guerre, on lui confie, toujours au sein de ce bureau des investigations, le secteur très sensible des renseignements. Pourquoi sensible? Parce qu'il s'agit alors essentiellement de juguler les mouvements sociaux et de lutter contre les agitateurs de tout poil, révolutionnaires de gauche et d'extrême gauche. Et puis les syndicalistes. Oui, tous ces mauvais Américains qui fomentent des grèves, des rouges, comme on les appelle. Et là, le réactionnaire Hoover doit se trouver particulièrement à l'aise. En effet, ça colle tout à fait avec ses idées. Et il n'y va pas de main morte. Il organise des descentes dans les locaux des organisations syndicales. Des descentes musclées, bien sûr. Des passages à tabac, qui ne sont pas rares. En même temps, les policiers opèrent des centaines d'arrestations et traquent les militants étrangers dont certains sont expulsés. En tout cas, le zèle qu'il manifeste lui vaut de devenir le collaborateur le plus proche du ministre Mitchell Palmer, un politicien qui professe un anticommunisme de combat. Comme la plupart des hommes politiques américains que la révolution bolchevique révulse. Bien entendu, fort du soutien donc de son ministre, Hoover inaugure alors une méthode qu'il ne cessera ensuite de perfectionner. C'est quoi ça? Le fichage systématique. Ah, le fichage de ces contestataires, là. Et assez vite, le méticuleux Hoover rassemble des centaines de milliers de fiches. Et ça lui permet, au tout début de l'année 1920, d'organiser une gigantesque rafle dans une trentaine de villes états-uniennes. Des gens qui sont appréhendés uniquement en raison de leurs opinions politiques. Grâce aux fichiers mis en place par Hoover. Naturellement. Mais faute de preuves permettant de les incriminer, ces soi-disant révolutionnaires doivent être relâchés. Et le scandale éclate. Ah oui, à cause quand même de ce qui apparaît comme une atteinte massive aux libertés individuelles. Et aux droits civiques, forcément. Des journaux, des hommes politiques se sont alors livrés à une attaque en règle contre le ministre Palmer et celui qui semblait avoir orchestré cette gigantesque chasse aux rouges. Ouais, Edgar Hoover. Mais ce dernier s'est défaussé, en affirmant qu'il n'avait fait qu'appliquer des ordres. Les ordres du ministre. Bien sûr. Mais celui-ci, malgré de nombreuses enquêtes du Congrès, a résisté, jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Et il a finalement quitté le gouvernement sans autre dommage. Et Hoover, lui? Il reste à son poste. Ah oui. Mais il a eu chaud et il va tirer plusieurs leçons de cette mésaventure. À commencer par celle-ci. Il lui faut surtout éviter d'attacher sa carrière à celle d'un seul homme politique. Mieux vaut plutôt avoir des fidélités successives. Ainsi, quand son patron, le démocrate Palmer, a échoué à se faire désigner comme candidat à la présidentielle, le jeune homme n'a pas tardé à faire savoir aux républicains qu'il était de leur bord. Et tout au long de sa vie, il agira ainsi. Une sorte de mouvement de balancier, quoi. C'est ça. Ouais. Dans cet exercice, Edgar Hoover fera preuve d'une incontestable habileté. Ainsi, cet homme qui était idéologiquement un républicain, classé à l'extrême droite de ce parti, sera faire ami-ami avec des présidents démocrates, qui pourtant étaient pour lui des crypto-communistes. Il sait donc dissimuler ses sentiments. Absolument. Ouais. Et ce n'est qu'en privé, avec son ami amant, Clyde Tolson, par exemple, qu'il fait étalage de ses vraies idées. Ouais. Autre leçon qu'il tire alors de sa mésaventure, là? Oui, celle-ci. S'il veut, dans l'avenir, éviter de faire d'autres fautes, il doit, dans la mesure du possible, respecter la légalité. C'est bien le moins pour un fonctionnaire du ministère de la Justice. Quoi. D'accord, mais ça ne l'empêchera pas de faire ses coups en douce. Son fameux fichier, par exemple. Il n'est pas question d'abandonner cette activité qui sera pour lui quasi obsessionnelle. Songez qu'à la fin de sa vie,
150 millions d'Américains figureront dans son fichier. Je veux bien, mais il lui fallait alors, si vous voulez continuer, soustraire ces documents à la curiosité. Eh bien, c'est ce qu'il a décidé de faire, en ne mêlant à cette affaire que des subordonnés dont il était sûr. Mais bientôt, il n'aura même plus besoin de prendre ses précautions, tant il deviendra puissant et intouchable. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'une des biographies d'Edgar Hoover les plus approfondies est sans doute celle d'Anthony Summers, parue en France en 1995 au Seuil sous ce titre provocateur, le plus grand salaud d'Amérique. J'en extrais ce passage sur les talents de dissimulateur d'Edgar Hoover. Il savait dissimuler quand il le fallait. Comme le dit William Sullivan, l'un de ses plus proches collaborateurs, il pouvait être tout pour tout le monde. Après lui avoir parlé, un libéral sortait de son bureau en pensant « Seigneur, mais Hoover est libéral ?» Si un membre du groupe réactionnaire extrémiste de John Birch arrivait une heure plus tard, il le quittait convaincu que Hoover était de tout cœur avec lui. C'était un brillant caméléon. Il savait aussi retourner sa veste. Frank Burke, le directeur adjoint du bureau d'investigation, qui avait fait tout ce qu'il pouvait en faveur de la carrière d'Edgar, apprit un jour que dans son dos, il le traitait de minable. Dans sa colère, il menaça de foutre en l'air Hoover. À leur rencontre suivante, se souvient l'agent James Savage, le jeune et maigrichon Hoover était entouré de 3 gardes du corps, costauds, membres de son service. Revenons une seconde là sur cette question du fichier. Si, avez-vous dit, Hoover cesse même de prendre des précautions, est-ce que ça signifie que son fichier sera consultable par n'importe qui? Ah non, ça dépendra jusqu'au bout du bon vouloir du patron du FBI. Il veille sur ses fiches comme sur un trésor, car elles contiennent des secrets qui peuvent lui être bien utiles. Mais enfin, poursuivons. Ouais. Alors, effectivement, reprenons. Là, il était question de l'irrésistible ascension d'Edgar Hoover. En effet, ce jeune homme qui continue à mener une vie austère... Il vit toujours chez sa maman, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Donc Hoover, qui ne sort jamais, sauf pour fréquenter de temps à autre ses nouveaux amis francs-maçons, ne vit que pour son travail. Et ça semble lui réussir, puisqu'en 1924, il est tout simplement nommé directeur du bureau des investigations. Attendez, si je compte bien, 1924, oui, il n'a alors que 29 ans. Tout juste. Et même si cette administration ne jouit pas encore du prestige qui sera ensuite le sien, cette nomination est quand même une jolie preuve de réussite. D'ailleurs, Edgar Hoover, qui bénéficie du soutien presque inconditionnel du nouvel attorney général, Harlan Stone, s'attelle aussitôt à remettre de l'ordre dans cet organisme. C'est-à-dire? Depuis sa création, le bureau a été mal géré, et ses agents ont bien souvent été plus recrutés en fonction de leur soutien politique qu'en raison de leur réelle capacité d'enquêteur. Hoover, décidé à donner un sérieux coup de balai, entreprend donc une véritable réforme. Et ce puritain construit une machine policière à son image. Bref, il veut des subordonnés intègres, bien habillés, parce qu'ils représentent l'Amérique, et dépourvus de vices. Donc, bien entendu, pas d'alcool. Ouais, d'autant que c'est l'époque de la prohibition. Et selon ses bons principes, il se livre donc à une véritable épuration du service et ne garde que les bons éléments qui doivent prêter devant lui un serment assez extravagant qui les lie de façon irrémédiable et presque religieuse au bureau. Une parenthèse ici, j'ai trouvé dans le livre de Summers déjà cité le texte de ce serment, le voici. Reconnaissant humblement les responsabilités qui me sont confiées, je fais serment de toujours considérer la vocation de faire respecter la loi comme une profession honorable dont les charges sont à la fois un art et une science. Dans l'accomplissement de mon devoir, je m'efforcerai, comme un prêtre, d'apporter bien-être, conseil et aide. Comme un soldat, je mènerai une guerre sans merci contre les ennemis de mon pays. Comme un médecin, je m'évertuerai à éliminer les parasites criminels qui gangrènent notre organisme politique. Comme un artiste, je veillerai à me servir de toute mon habileté pour que chaque mission accomplie soit un chef-d'œuvre. Au fond, pour Hoover, les agents du bureau des investigations doivent être des sortes de moines soldats entièrement dévoués à la défense des États-Unis et de la Constitution. Et d'Edgar Hoover. Naturellement. Hoover qui se conduit en véritable tyran, mais n'en est pas moins admiré, sinon aimé par ces hommes. Et puis, il ne faut pas oublier l'époque. Vous l'avez souligné vous-même.
c'est le temps de la prohibition et des bootleggers. Les agents fédéraux de Hoover doivent se battre contre les gangsters. Ah, et ce sont les incorruptibles. C'est ça. Une vraie légende est en train de naître, celle des G-Men, comme on les appelle dans le milieu de la pègre. Et à un moment où, coïncidant avec la Grande Dépression commencée en 1929, une véritable vague de gangstérisme s'abat sur les États-Unis. Les exploits des incorruptibles d'Edgar Hoover font les gros titres des journaux. Leur lutte contre John Dillinger, Kelly la mitraillette, Bonnie Parker et Clyde Barrow, et bien d'autres enthousiasment le public. Et ça, c'est excellent pour l'image de Hoover. Ah bah bien entendu, Hoover qui exploite avec beaucoup de savoir-faire la popularité de ses agents. Il en profite d'abord pour étendre les compétences de son service qui demeurait jusque-là dépendant de la bonne volonté des polices locales. Désormais, les incorruptibles peuvent intervenir sur tout le territoire états-unien dès lors que le crime commis est considéré comme fédéral. Et d'ailleurs, en 1935, le bureau va y gagner sa nouvelle appellation officielle, FBI. Bureau fédéral d'investigation en français. Ce qui permet à Hoover, oui, d'installer des directions régionales et des bureaux locaux. Et une efficacité supplémentaire. Bien entendu. Et parallèlement, il faut le reconnaître, Hoover fait de son service un instrument moderne et compétent. Sans doute une des meilleures polices au monde. Ah ben, tout n'est donc pas négatif. Ah ben, je n'ai jamais dit cela. Hoover dote son FBI d'un fichier d'empreintes digitales. D'autres polices avaient déjà adopté ce système depuis pas mal de temps. Hein. Certes, mais Hoover, dans tous les domaines de la police scientifique, contribue à développer les techniques les plus pointues. Analyse de sang, de cheveux, comparaison balistique, étude des écritures et des encres, etc. Ouais. Un bon point, donc. Hein. Incontestablement. Non. Et si sur le terrain, ce sont les agents spéciaux, comme on les nomme maintenant... C'est ça. Agents spéciaux qu'on voit si souvent dans les téléfilms américains. Hein. Oui, donc ce sont eux qui agissent. Mais le FBI voit nombre de scientifiques rejoindre ces laboratoires. Des scientifiques, des juristes, des spécialistes de la finance. Bref, il est loin le temps où le bureau n'était qu'un petit service fédéral rassemblant quelques agents facilement corruptibles. Mais Hoover veut aller encore plus loin. Et c'est le président Roosevelt qui va lui donner l'occasion d'étendre encore plus ses domaines de compétences. Roosevelt, qui pourtant, démocrate, ne devait guère avoir les faveurs d'Edgar Hoover. Le New Deal et toutes les mesures sociales mises en œuvre par Roosevelt, ce n'était effectivement pas la tasse de thé du patron du FBI. Toutefois, en dépit de ces divergences politiques, Roosevelt a montré à plusieurs reprises qu'il avait entièrement confiance en Hoover. Il existait même une sorte de connivence entre les deux hommes. En tout cas, il faut malheureusement l'avouer, c'est Roosevelt qui va orienter le FBI dans une direction qui autorisera plus tard les pires dérives. Soyez plus précis. Roosevelt, vous le savez sans doute, a été élu pour la première fois en 1932. Oui, il sera triomphalement réélu en 36 et 40. C'est exact. Ce sont des années particulièrement dangereuses et inquiétantes. En Allemagne, Hitler arrive au pouvoir en 1933. En URSS, c'est la terreur stalinienne et en même temps la mise en place d'un gigantesque réseau mondial d'influence. À travers le Comintern. C'est ça. Il y aura ensuite la guerre civile en Espagne et la sédition franquiste. C'est d'abord l'extrême droite qui préoccupe le président Roosevelt. Aux États-Unis, où ont émigré pas mal d'Allemands, il existe donc une sorte de terreau naturel qui permet l'émergence d'un mouvement nazi américain. Alors, en 1934, Hoover est convoqué à la Maison-Blanche. Que lui veut Roosevelt ? Il lui demande, et c'est une première aux États-Unis, de surveiller les nazis américains et de déjouer un éventuel complot. Alors Hoover est donc chargé par le président de mener une enquête de nature politique. Oui, et c'est assez grave, car Hoover sort ainsi des strictes missions policières qui lui étaient assignées. D'accord, mais il ne fait là que se conformer à l'ordre présidentiel. Vous avez raison. Mais ça risque aussi de lui donner l'envie de déborder. Et vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit. Franklin Roosevelt, sans doute satisfait des renseignements que lui fournit le patron du FBI, lui demande d'effectuer d'autres enquêtes en toute confidentialité, bien sûr. Mais des enquêtes sur qui, là ? Toujours en 1934, une grande grève paralyse Rhode Island. Hoover est chargé d'identifier les meneurs. Et puis, un peu plus tard, alors qu'une association pour les libertés civiques est sur le point d'être reçue à la Maison-Blanche, Roosevelt charge Hoover de lui fournir des informations sur ses dirigeants. Toujours confidentiellement, bien sûr. Ouais. Chez nous, ce serait le rôle des RG. Enfin bon. Edgar Hoover devient donc un peu l'espion de Roosevelt. L'espion personnel, oui. Et il ne fait nul doute que le chef du FBI apprécie au plus haut point. Au fond,
Recueillir des renseignements et parfois des ragots sur ses concitoyens correspond à sa vraie nature. Et ça va lui permettre de se livrer à sa manie du fichage. En tout cas pour lui, ce travail de taupe est plus excitant que la poursuite des gangsters. Et puis cette complicité qu'il entretient avec le président ne peut que flatter un ego surdimensionné, d'autant que Roosevelt va encore franchir un pas supplémentaire. C'est-à-dire ? En 1936, le président convoque à nouveau Hoover. Il veut des informations sûres sur toutes les activités fascistes et communistes. La Maison-Blanche est en effet persuadée que des réseaux d'espionnage extrémistes menacent les États-Unis. Mais l'ordre de Roosevelt, c'est un ordre officiel ? D'après Hoover, qui a raconté cela beaucoup plus tard, la mission que lui avait confiée Roosevelt était en effet officielle. Et le président aurait même déposé dans son coffre un texte manuscrit confirmant sa décision. Toutefois, problème, ce texte n'a jamais été retrouvé. X. En 1938, le directeur du FBI publie un livre, Le crime aux États-Unis, où il exalte sa propre gloire. Le traducteur français, manifestement subjugué, écrit une préface hagiographique. En voici quelques lignes. Si j'avais à désigner ce que je préfère en John Edgar Hoover, je ne nommerais ni sa vive intelligence, ni sa débordante énergie, ni ses hautes capacités professionnelles, ni même son intégrité immaculée. En un pays où la corruption est toute puissante, je dirais que c'est son courage. Non seulement son courage physique, mais surtout son courage civique, son cran. Je n'ai pas besoin de vous apprendre que John Edgar Hoover a des ennemis, beaucoup d'ennemis, et je ne surprendrai pas les personnes initiées aux mœurs publiques d'aujourd'hui en spécifiant que les ennemis les plus dangereux de Hoover ne se trouvent pas parmi les criminels qu'il combat sans pitié. Ces ennemis-là se recrutent dans les rangs invulnérables de ceux dont il n'a cessé de dénoncer l'action néfaste et la mortelle influence, c'est-à-dire les politiciens. Chez nous aussi, certes, la politique est un poison terriblement nocif, mais ce que l'on ne verra jamais chez nous, c'est un préfet de police ou un directeur de la Sûreté nationale publiant, alors qu'il est encore en fonction, un livre dans lequel on trouverait des phrases comme celle-ci. L'histoire de tous les criminels dangereux poursuivis par la police au cours des dernières années montre que ceux-ci ont toujours été en relations étroites et cordiales avec les politiciens professionnels. Dans le cas de tous nos ennemis publics, sans en accepter un seul, il a été prouvé que ceux-ci, maintes et maintes fois, ont été soustraits à l'action de la justice par l'un ou l'autre de ces professionnels de la politique. Hoover aurait-il pu inventer de toutes pièces cette mission d'espionnage que lui aurait confiée le président Roosevelt ? Franchement, non, je ne le pense pas. Même si ça l'a bien arrangé, car ça a légitimé en quelque sorte les libertés qu'il va prendre avec le respect des droits civiques. Ainsi, et très peu de temps après avoir obtenu ce feu vert de Roosevelt, il va ficher en tant que communiste toute une série de syndicalistes ouvriers de l'automobile. Autant de noms, on le découvrira plus tard, qui lui avaient été communiqués par un proche du patron de Ford. Un homme qui avait monté une véritable milice armée chargée de briser les grèves et qui était en même temps en relation avec la pègre de Détroit. Un personnage peu recommandable, donc. Mais qui était pour Hoover un authentique patriote. Ah oui. Autre décision douteuse. Le directeur du FBI prend l'initiative, sans en référer à personne, d'établir la liste de tous les gens qu'il faudra incarcérer si les États-Unis entrent en guerre. Et parmi eux, s'il y a des nazis, on trouve aussi beaucoup de sympathisants communistes, ou présumés tels. Des types qui avaient, par exemple, combattu en Espagne contre les franquistes et qui seront même provisoirement arrêtés. Non, dans ces conditions, le soutien que lui apporte le démocrate Roosevelt paraît quand même difficilement compréhensible. C'est vrai, on peut se poser la question, mais le président états-unien n'était-il pas victime lui-même d'un système qu'il avait contribué à initier ? Après tout, en confiant ce genre de boulot à Hoover, il avait frôlé l'illégalité. Ah ouais, alors il ne pouvait plus revenir en arrière. Oui, c'est ce que je pense. Est-ce que ça pouvait s'assimiler à une sorte de chantage exercé par Hoover sur Roosevelt ? Avec un personnage aussi tortueux, le pire était toujours possible, d'autant que Hoover disposait d'autres cartes. Lesquelles ? Il y avait d'abord la vie privée du président. Des liaisons féminines ? Oui, et Hoover, le maniaque des fiches, n'en ignorait rien. Mais il y avait mieux, si j'ose dire, la First Lady.
Eleanor Roosevelt. Hein, Et Hoover la détestait. Ah oui, pour quelle raison? Oh, les raisons, elles ne manquent pas, à commencer par celle-ci. L'épouse de Roosevelt a pris fait et cause pour un certain nombre d'idées libérales. Et cela horripile Hoover, qui pense que la vieille chouette ululante, comme il l'appelle en privé... La vieille chouette ululante. Oui, tout à fait. Elle se mêle d'affaires qui ne la regardent pas et risque même d'embarrasser la Maison-Blanche et son locataire. Il faut dire qu'Eleanor mène en particulier campagne pour l'émancipation des Noirs et le respect de leurs droits. Ah oui, ça pour Hoover, c'est inconcevable. Ah oui, Hoover qui est farouchement raciste et ne se décidera à engager des agents noirs que beaucoup plus tard sous la pression de Bobby Kennedy, attorney général sous la présidence de son frère. Pour le patron du FBI, Eleanor n'est donc pour amoindrir ses propos qu'une amoureuse de négros. En outre, elle fréquente des jeunes gens progressistes. Et puis encore plus grave, elle entretiendrait des liaisons féminines. Eh ben... Mais si Hoover sait tout cela, c'est qu'il l'espionne. Et qui n'hésite pas à placer des micros dans les lieux qu'elle fréquente, oui. Et ose même intercepter son courrier. Il faut donc qu'il se sente très fort pour surveiller ainsi l'épouse du président. En effet. J'ajoute qu'Eleanor Roosevelt, quand elle parle de Hoover, n'est pas en reste. Pour elle, ce n'est ni plus ni moins qu'un fasciste. Une répartie qui a dû venir jusqu'aux oreilles du tout-puissant directeur du FBI. Naturellement, car elle ne cachait pas la répugnance qui lui inspirait. Mais... que savait le président lui-même, alors? À mon avis, il savait une partie de la vérité. Hoover s'est-il servi des renseignements qu'il avait recueillis pour peser sur la politique de Roosevelt? C'était quand même très risqué. En tout cas, le président a dû être alerté, car à partir de 1943, il n'a plus jamais reçu Hoover à la Maison-Blanche. Mais il faut aussi dire qu'une autre affaire avait provoqué sa colère. Quoi? Un certain Summerwell, c'était son secrétaire d'État. Ouais, son ministre des Affaires étrangères. Donc. C'est ça, oui. Et cet homme, qui était aussi un ami personnel, a été mêlé à une affaire d'homosexualité. Dans un train, il aurait essayé de séduire un jeune contrôleur. Mais vous employez le conditionnel. Oui, car il n'est pas exclu que Wells ait été victime d'une sorte de guet-apens tendu par le FBI. Et donc par Hoover. Qui ne devait pas l'apprécier, car c'était bien sûr un démocrate. Quoi qu'il en soit. Après cette affaire, et pour éviter le scandale, Roosevelt a dû demander à son ami de démissionner. Mais il en a gardé un profond ressentiment contre Hoover. Et selon quelques familiers de la Maison-Blanche, il aurait même songé à se débarrasser du directeur du FBI. Ouais, mais on était en pleine guerre, alors. Et Roosevelt avait bien d'autres soucis en tête. Et il est mort, avant d'avoir pu réaliser ce dessein. Pourtant, une autre affaire, s'il l'avait su, aurait légitimé, combien, le renvoi de Hoover. De quoi voulez-vous parler, là? Bon, je vous raconte ça à grands traits, car c'est un peu compliqué. Dès que la Seconde Guerre mondiale a éclaté et qu'il est devenu clair que, tôt ou tard, les États-Unis seraient impliqués, il s'est posé la question du renseignement. Et Hoover, en l'absence de service américain de renseignement constitué en tant que tel, a estimé que cette besogne revenait naturellement au FBI. Et puis il devait y voir une extension de ses pouvoirs. Obligatoirement. Et c'est vrai, ça a commencé comme ça. Avant même l'entrée en guerre des États-Unis, le FBI et l'Intelligence Service britannique ont conclu un accord secret de coopération, sans même que le Congrès en soit informé. Ah là, Roosevelt prenait un risque. Hein. C'est certain. L'homme chargé de faire la liaison était un certain Stephenson, un Canadien, héros de la Première Guerre mondiale, qui était devenu homme d'affaires, mais était aussi l'un des plus brillants agents secrets de Churchill. Ce Stephenson est donc venu s'installer en Amérique et il a naturellement pris contact avec Hoover, officiellement chargé de coordonner le renseignement. Que s'est-il passé? Je ne sais pas exactement, mais le courant n'est pas passé entre les deux hommes. Ah, peut-être parce que le chef du FBI voulait être le patron. Hein. C'est très possible. À quoi s'est ajoutée aussi l'hostilité de certains militaires à l'encontre de Hoover. Des hommes qui estimaient que Hoover n'avait aucune compétence en matière de renseignement. En tout cas, ce climat délétère a conduit Roosevelt à nommer le colonel William Donovan comme chef de tous les services de renseignement. Donovan, c'est l'homme qui va créer l'OSS. En effet. Ouais. Et bien sûr, Hoover a eu du mal à avaler la pilule. Et c'est sans doute là l'origine de l'une des plus grandes fautes qu'ait jamais commise Edgar Hoover. En août 1941, mandaté par les services britanniques, un agent double du nom de Dosan Popov pénètre sur le territoire américain. Cet espion qui a peut-être inspiré Ian Fleming lorsqu'il créera le personnage de James Bond demande à voir Hoover de toute urgence.
En effet, Donovan a été pressenti, mais il n'est pas encore chargé de coordonner les affaires de renseignement. Et Hoover sait qu'il va l'être. Et il enrage. Après avoir fait lanterner Popov, il le reçoit enfin. Et l'espion lui livre une information de première importance. Grâce à ses contacts allemands, il a acquis la certitude que les Japonais préparaient une attaque d'envergure sur la base navale de Pearl Harbor, à Hawaï. Réaction d'Edgar Hoover, là. Elle est incroyable. Non seulement il ne croit pas au racontard de cet espion bidon, mais après avoir piqué une colère, il le vire de son bureau. Et l'affaire en restera là. Quelques mois plus tard, en décembre 41, les Japonais attaqueront et provoqueront un véritable désastre à Pearl Harbor. Hoover n'a donc pas fait remonter l'information jusqu'à la Maison-Blanche. Et il ne s'en vantera pas, naturellement. Et c'est beaucoup plus tard, dans les années 70, que la vérité percera. Mais Hoover aura déjà quitté cette terre. L'historien André Caspy est un spécialiste incontesté des États-Unis. En 1983, il consacre un long article à Edgar Hoover dans la revue L'Histoire. J'en extrais ce passage. Sa personnalité, forte et incontestable, a impressionné, il est vrai, des générations d'agents spéciaux, mais il manque singulièrement de qualités intellectuelles et témoigne un solide mépris à ceux qui en sont pourvus. Il a le goût de l'administration, mais point celui de la discussion. Il est le chef et le fait sentir. Toute sa vie, il l'a consacrée au bureau, avec une régularité exemplaire, une ponctualité qui ne souffre aucune fantaisie et tourne, l'âge aidant, à l'obsession. Il incarne le dévouement aux valeurs traditionnelles, à la famille, à la religion, à la patrie, et s'emploie inlassablement à renforcer cette image de marque. Impeccablement vêtu, les cheveux taillés courts, la mâchoire volontaire, une silhouette massive, il est à lui tout seul l'Amérique solide et bien pensante. Hoover n'hésite d'ailleurs pas à donner des leçons de morale. Dans ses discours, ses interviews, les articles qu'il signe, il exalte l'honnêteté politique et stigmatise les politiciens corrompus, combat l'athéisme, lie la défense de la famille à celle de la nation, s'étonne de la tolérance que montrent les États-Unis à l'endroit de ceux qui cherchent à détruire la démocratie. Une philosophie accessible au plus grand nombre, un credo que partage la majorité des Américains de l'après-guerre, une tendance à la prédication qu'il tient sans doute d'un calvinisme militant. Et plus loin, Caspy écrit encore que le vocabulaire de Hoover révèle une agressivité peu contrôlée. Les criminels, dit-il dans le privé, sont des rats. La nation est menacée par la vénalité des politiciens. La presse déborde de chacals. Et les critiques du FBI sont des journalistes prostitués, des désaxés, des soulards et des crétins.